Cette année, du coup, le WeArt a choisi une charte graphique, on va dire, en 8 bits, que j'ai beaucoup aimé, qui m'a fait penser un peu à tous ces jeux vidéo des années 80-90 sur le Space Invader, un petit peu. Donc j'en ai mis tout le long de mon diapositive, et vous allez pouvoir les retrouver, ils se cachent un peu dans le diaporama. Alors comme on vous l'a dit en introduction, moi je viens de Clermont-Ferrand. Alors Clermont-Ferrand, généralement, ça fait rire, et les gens savent pas trop où c'est. Euh, Hop. Alors, voilà. Ça, c'est Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, c'est sur la carte d'Astérix, c'est en plein milieu de la carte. Pour les gens du Sud, c'est la ville la plus au sud des villes du Nord. Et pour les gens du Nord, finalement, alors est-ce que ça marche? Pour les gens du Nord, c'est une ville où on s'arrête jamais et généralement on passe sur l'autoroute pour aller soit dans le sud, soit au ski. Et on a un peu l'image de Clermont-Ferrand, ville grise, cathédrale noire. On se dit c'est normal, c'est la ville du pneu, ils brûlent des pneus et puis voilà. C'est un peu ça Clermont-Ferrand. Mais à Clermont-Ferrand, il y a quand même énormément de choses dans cette... décidément. Vous pouvez le voir justement sur ces formats 8 bits, il y a plein de Space Invaders. On a notre Bibendum, bien sûr, rue Sainte-Claire. Et on a aussi notre Serge Gainsbourg, l'unique Serge Gainsbourg comme ça en mosaïque, rue Serge Gainsbourg, à côté d'une célèbre salle de concert. Et pour vous faire envie, voilà, bah ça c'est la vue de Clermont-Ferrand ce matin. Il a neigé, il fait beau. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec l'image, je pense que les gens s'en font. Mais globalement, je ne pense pas que vous soyez venus ici pour que je défende les intérêts du syndicat d'initiative du Puy-de-Dôme avec Clermont-Ferrand. Et je vais vous parler de ventilation au sens large. Sur cette présentation, je n'ai aucun conflit d'intérêts. Par contre, il est vrai que j'ai un intérêt certain pour la ventilation, pour la gestion des voies aériennes. Et cet intérêt, en fait, il vient de mon enseignement ça met un peu de temps à passer à chaque fois, de mon enseignement, de mes 4 maîtres, en fait, qui sont ou qui étaient clermontois, les professeurs Bazin, Constantin, Futier et Mathieu Jabodon, qui m'ont en gros appris, et je pense pas qu'à moi, à beaucoup de gens en France et probablement au travers du monde, beaucoup de choses sur la ventilation mécanique. Donc quand on fait le topo au WeArt, les organisateurs à chaque fois nous disent surtout, on y va tranquille, on se met pas de pression. Donc tout de suite, on va y aller sans pression. Ce soir aussi, ça sans pression, ça sera les autres. Et donc, on va commencer par un petit jeu. D'accord? C'est le jeu des 7 erreurs. Est-ce que vous trouvez des erreurs finalement entre ces deux personnages? On va dire l'anesthésiste et le réanimateur. Du coup, généralement en fonction des hôpitaux, il y en a un qui est en bleu, l'autre en vert, ça dépend. Est-ce que vous voyez une différence? Mais globalement, il n'y en a pas. D'accord? Les deux sont anesthésistes réanimateurs. Et quand il s'agit de la gestion des voies aériennes et de la ventilation, on est anesthésiste réanimateur. On est les deux, on fait de la médecine périopératoire. Et globalement, ce que vous allez pouvoir appliquer au bloc opératoire, vous allez pouvoir l'appliquer en réanimation et vice-versa. Il y a quelques petites spécificités, mais les grands principes sont les mêmes. Donc, comme je vous le disais, nous sommes anesthésistes réanimateurs et c'est pour ça que le congrès WeArt est vraiment génial. L'acte 1, on va commencer du coup de la vidéolaryngoscopie à la fibroscopie. Alors je ne vais rien faire de très original sur cette partie, mais finalement reprendre les recommandations qui ont été faites en 2017 par la SFAR avec de beaux algorithmes et on va essayer de les revoir ensemble. Alors juste, il y a une vidéo, si on peut la mettre. Bon, bonjour, Voilà. on va vous endormir. Ah. Alors une vidéo, vous allez reconnaître un très beau jeu d'acteurs, d'anciens internes qui sont chefs maintenant. Alors, faut que je change. On relance la vidéo. Alors j'espère qu'on n'aura pas que le son, on verra les choses. En gros, c'est une vidéo, vous allez voir par vous-même, d'une intubation
au bloc opératoire, ça peut être la même en réanimation. On reviendra sur la vidéo, d'accord. Hop. Donc, c'est l'anticipation. Donc, l'anticipation, c'est de prévoir avant la vidéo de l'envoyer. Je ne l'ai pas fait, donc ça s'applique également pour la présentation des topos. L'intubation difficile et l'extubation en anesthésie. Donc, je vais laisser de côté l'extubation. Je vais juste me concentrer sur l'intubation difficile en réanimation. En gros, on a 3 grands groupes de dispositifs pour pouvoir intuber nos patients. Il y a les laryngoscopes. C'est celui qu'on connaît tous, qu'on utilise en premier lorsque l'on commence l'anesthésie réanimation. Mais il y a des petites subtilités. Ensuite, on a les glottiscopes. C'est un grand panel qui comprend différents groupes de matériel pour gérer les voies aériennes. Et enfin, on a un autre élément qui fait peur, qui sont les fibroscopes. On va tout d'abord regarder les laryngoscopes. Dans la gestion des voies aériennes sur l'intubation, ils ont différencié finalement l'intubation difficile, qu'elle soit prévue ou imprévue. C'est pas du tout la même chose. Vous comprenez bien, je ne sais pas si au cours de ces 2 premiers mois d'exercice, vous avez déjà eu des intubations difficiles, imprévues. C'est pas du tout le même niveau, on va dire, de stress que lorsque l'on sait qu'on a une intubation difficile, on a pu préparer, on a pu anticiper. En tous les cas, sur l'intubation, il y a un premier niveau, on va dire, de technicité, et ce premier niveau, c'est d'avoir recours à un laryngoscope. Le laryngoscope, il en existe différents types, comme vous le voyez. On a des manches qui sont grands, des manches qui sont fins, des manches qui sont courts, pour différentes utilisations, mais surtout on a 2 grands types de lames. On a les lames qui sont incurvées, les lames dites Macintosh, et les lames droites dites de Miller. Globalement, tout le monde utilise les lames de Macintosh. On a sur le plateau d'intubation difficile ces lames droites de Miller. Personnellement, j'en ai jamais utilisé, à part pour intuber des cochons. Mais ce n'est pas dans la pratique clinique. Une intubation difficile, c'est considéré comme au moins 2 laryngoscopies. C'est-à-dire qu'à partir de 2 laryngoscopies, on rentre dans la case intubation difficile. Ça ne fait pas beaucoup. Parce que 2 laryngoscopies, alors on enlève la laryngoscopie lorsque l'on est le premier jour d'internat et qu'on n'y arrive pas. Mais 2 laryngoscopies, on y est quand même très vite. Et si jamais on n'a pas réussi à intuber à partir de ce moment-là, on est dans la case intubation difficile. Donc on a notre laryngoscope avec notre lame incurvée et on a notre intubation difficile. On passe au niveau 2 de notre algorithme et globalement entre prévu et imprévu, on est à peu près sur les mêmes niveaux de technicité. On a les glottiscopes. Les glottiscopes, ils sont en 3 groupes. Globalement, généralement, vous avez certainement dû entendre parler, alors ça dépend des centres, des marques, mais dire on prend l'AirTrack. Alors l'AirTrack, c'est une marque, c'est comme si on parle de réfrigérateur et de frigo. C'est exactement les mêmes choses. Mais on a les glottiscopes et on a les type 1. À l'identique qu'un laryngoscope classique avec une angulation entre 0 et 60 degrés. Hop. Et on va retrouver dessus un système de visualisation qui va être délocalisé. La laryngoscopie, avec un laryngoscope classique, c'est une visualisation directe. Je charge et je vois directement, on va dire, mes cordes vocales. Sur les glottiscopes, on va pouvoir voir cette image, mais sur un écran. Et cet écran, il peut être soit sur notre manche de laryngoscope, par exemple le cas du McGrath, ou alors sur un écran déporté à côté. C'est le cas du GlideScope ou encore du Storz CMAC. Ensuite, on a les glottiscopes du groupe 2. Et là, la forme, vous voyez, n'est pas du tout la même. On a plus un angle de 90 degrés. Et je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà utilisé ces dispositifs. On ne les rend pas du tout de la même manière qu'une lame de laryngoscopie. Il y a une première phase où en fait, on va descendre comme ça jusqu'à buter en fond. Et ensuite, on va béquer. Faire un mouvement à 90 degrés, c'est-à-dire faire le mouvement, surtout on nous a dit de jamais le faire avec le laryngoscope, de jamais faire ce mouvement. Et là on va le faire afin de pouvoir redresser et on va visualiser ainsi les cordes vocales. Chose importante, il faut bien mettre la sonde d'intubation
avant d'avoir introduit le dispositif dans la bouche du patient. Parce que sur l'intubation difficile, si le patient commence à désaturer, qu'on a mis notre glottiscope de type 2, qu'on s'expose très bien, et là on se rend compte, ah merde, la sonde elle est ici, on n'arrivera jamais à la remettre. Donc il faudra re-enlever dessus. D'accord? Donc toujours bien mettre avant et lubrifier, parce que plastique contre plastique, ça marche pas très bien. Alors je vais juste finir avec ça, et puis après on reviendra sur la vidéo. Il y a l'AirTrack, il y en a un autre qui est de la marque Pentax. Globalement, c'est le même principe, c'est juste des marques qui sont différenciées. Et alors, vu qu'on n'arrête plus le progrès, maintenant, on peut même mettre notre smartphone dessus. C'est compatible Apple et Android. Donc, bientôt, on pourra faire des super Insta, Twitter ou encore TikTok. Un petit Cormac for Challenge. On peut faire les vidéos. Je ne sais pas si on aura beaucoup de gens qui vont suivre. Mais voilà, on n'arrête plus le progrès. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que l'imagerie délocalisée, alors ça saute souvent, hein. On en a de plus en plus, et donc on peut soit mettre le smartphone, après il y a le Wi-Fi, on peut le mettre aussi sur des colonnes d'endoscopie, hein, on peut voir les images. Voilà, ça c'est plutôt après du gadget, et souvent c'est en visualisation directe. Et avant de voir la vidéo, je vous parlais, avant d'arriver au glottiscope de niveau 3, du long mandrin béquillé, qui arrive dans le niveau 2. C'est-à-dire que si jamais on n'arrive toujours pas réussi à intuber notre patient, sur les recommandations, c'est marqué d'envisager le long mandrin béquillé. Et le long mandrin béquillé, c'est un long mandrin qui est béquillé au bout et qui va permettre de servir de guide au niveau de notre sonde d'intubation. Et généralement, on voit à peu près le début des cordes vocales, mais on n'arrive pas soit à prendre l'angulation, soit on ne voit pas vraiment. Et en fait, ce long mandrin béquillé va permettre de cathétériser, on va dire, la trachée. Le fait qu'il soit béquillé, on va pouvoir sentir les anneaux, on va jusqu'en butée et on fait glisser notre sonde d'intubation dessus. Ça peut vraiment aider énormément. Et les glottiscopes du groupe 3, globalement, sont des dispositifs type masque laryngé au travers desquels on va pouvoir mettre une sonde d'intubation. Donc, ce n'est pas pour ventiler sur un masque laryngé, c'est un masque laryngé pour pouvoir intuber. Et en plus, ils auront un système d'écran délocalisé. Et donc, on arrive au niveau 3 de l'intubation difficile. Donc là, on est dans le cas où globalement, on n'arrive pas à avoir en visualisation directe, on n'arrive pas à avoir les cordes vocales. Et donc, on va placer un masque laryngé, qui peut être un dispositif type Fast Track, ou alors un glottiscope du groupe 3, qui va permettre d'une de ventiler notre patient au travers du masque laryngé et de pouvoir introduire du coup une sonde d'intubation au travers du masque laryngé et essayer un peu à l'aveugle, on va dire, de cathétériser nos cordes vocales et de pouvoir ventiler notre patient. Donc vous voyez que prévu et imprévu, globalement, on est à peu près sur les mêmes niveaux du coup de matériel lorsqu'on n'y arrive pas au niveau de l'intubation. Et le fibroscope dans tout ça. Alors on nous dit toujours, oui, si jamais il y a une intubation difficile, il faut qu'on fasse en fibroscope, avec un fibroscope. Globalement, généralement, au bloc opératoire, on ne sait pas où il est, on ne sait pas comment il marche, ça nous fait peur, on n'en a jamais fait, et on se dit que c'est au moment où on aura le patient à 62 SAT qu'on va commencer à s'en servir. Probablement que ce n'est pas la bonne indication de s'en servir. Ça, c'est une vidéo donc, qui vous montre, alors sur un mannequin, mais qui est plutôt bien fait, comment on peut faire une fibroscopie au niveau pour gérer les voies aériennes. Donc, il faut rentrer par le nez, hein, on ne rentre pas par la bouche. Et on va arriver directement en fait, au-dessus des cordes vocales. Et juste petite particularité, c'est que généralement, alors après, on peut changer la fibre de sens, mais la glotte, en fait, elle est en bas. On voit l'image à l'inverse de la visualisation directe. Et donc, on va essayer d'aller au-dessus. Vous voyez, là, on voit la trachée qu'on reconnaît avec les anneaux. Chose intéressante aussi, qu'il ne faut surtout pas oublier, encore une fois, c'est de bien mettre la sonde d'intubation avant de mettre notre fibroscope dans le nez du patient. Parce qu'encore une fois, si on est arrivé à cathétériser la trachée et qu'on se rend compte que la sonde d'intubation est à côté, on est obligé de tout enlever pour remettre et on n'y arrivera jamais. D'accord? Donc bien penser, bien lubrifier. Alors, est-ce que l'intubation, en fait, vigile sous fibroscope est devenue inutile? Parce que c'est vrai que maintenant, on a des tels dispositifs, notamment le long mandrin béquillé, hein, vraiment, vous verrez qu'il peut vous sauver de situations délicates. Et avec les masques laryngés, avec beaucoup de choses, finalement, l'utilisation du fibroscope, est-ce qu'elle n'est pas inutile maintenant? Surtout que beaucoup d'entre nous, en fait, on ne l'utilise pas, voire très très peu.
Et j'avais bien aimé cet article finalement où en fait il s'interrogeait sur l'utilité de l'intubation sous fibroscope. Et il y a probablement une place énorme, c'est pour l'entraînement. Alors maintenant, il y a beaucoup de simulations. C'est vrai que les simulateurs sont très performants et on peut s'entraîner à faire une fibroscopie pour intuber un patient sur simulateur. Mais probablement qu'il faut aussi s'entraîner, du coup, lorsque la situation le demande, à faire une intubation vigile comme ça pour pouvoir l'utiliser. Et surtout, le jour où on en aura besoin en catastrophe, on sait qu'on l'a déjà fait et on sait qu'on sait faire. Et ça, psychologiquement, ça change tout. Donc l'entraînement est probablement une indication qui est extrêmement intéressante. Alors la conclusion de cette première partie sur la gestion des voies aériennes, quand j'avais débuté, il y avait une anesthésiste réanimateur qui m'avait dit il n'y a pas d'intubation difficile, il n'y a que des mauvais anesthésistes réanimateurs. Alors j'étais jeune à l'intérieur, j'ai dit oui, comme ça. Il n'y a pas d'intubation difficile. Alors je ne suis pas d'accord. Il y en a de moins en moins parce que, du coup, maintenant on est entraîné, vous allez être entraîné, on a pu anticiper et surtout il y a des protocoles qui sont mis en place. Et c'est pour ça que c'est important du coup de connaître ces protocoles, de connaître cet algorithme pour se dire ben, à ce moment-là je n'y arrive pas, je passe au niveau 2, je passe au niveau 3. Et donc si jamais vous connaissez bien vos protocoles, du coup l'intubation difficile va diminuer du coup en fréquence. Mais attention, ça peut quand même exister. Par contre, je suis d'accord avec la deuxième partie de cette phrase, de dire qu'il n'y a que des mauvais anesthésistes réanimateurs. Si vous oubliez une chose, c'est que la priorité pour votre patient, ce n'est pas de l'intuber, c'est de l'oxygéner. Et ça, il faut vraiment le garder à l'esprit. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à intuber un patient, il ne faut pas s'entêter, se mettre dans le tunnel de l'intubation, de dire je vais sortir tout le fibroscope, tout ça, et d'oublier par exemple de reventiler notre patient. Parce que c'est vraiment ça la priorité, c'est de l'oxygéner. Si on n'arrive pas à l'intuber mais qu'on arrive à l'oxygéner, ben on va dire on est plutôt tranquille. Par contre, si on n'arrive pas à l'intuber et qu'on n'arrive pas à l'oxygéner, là c'est plus le bazar. Et en tous les cas, voilà, n'oubliez pas, la priorité c'est vraiment l'oxygénation du patient. Bon, ça y est, on a réussi, ou pas, à intuber notre patient et maintenant il va être transféré du coup, soit en réanimation, soit on va pouvoir commencer à débuter du coup notre ventilation. Alors la ventilation, c'est un monde obscur où on nous parle toujours en acronyme avec des choses, on comprend rien au début entre le bloc, la réa, mets-lui de la PEP, vas-y on bouge la FiO2, c'est quoi la driving pressure, enfin il y a trop d'acronymes sur des modes de ventilation extrêmement complexes, on est perdu. Alors que la ventilation, c'est quand même relativement simple. Schématiquement, on a la ventilation non invasive et la ventilation invasive. Je vais juste vous expliquer la ventilation non invasive, deux choses, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon on en a pour la matinée. Mais dans la ventilation non invasive, donc on ne va pas cathétériser la trachée, il y a la fameuse CPAP de Boussignac, qui reste un système de ventilation non invasive qu'on utilise très peu ou des fois en préhospitalier, qui consiste en fait à une ventilation spontanée avec juste une PEP. On applique juste une PEP du fait à un grand débit d'air. Globalement, on l'a tous fait quand on était gamin. On est sur l'autoroute, on passe la tête par la fenêtre. Vous voyez cet appel d'air, on a l'impression qu'on a un peu du mal à respirer. Bon, en fait, on a fait une CPAP de Boussignac. On avait un débit d'air tellement énorme que ça a fait un effet PEP et du coup, ça nous a fait une CPAP de Boussignac. C'est ça le principe. On a la fameuse VNI, mais le sous VNI. Mais finalement, VNI, vous voyez, ça peut être la CPAP de Boussignac, ça peut être de l'Optiflow, ça peut être plein de choses. Donc la VNI, finalement, quand on parle, c'est un abus de langage, c'est en mode non invasif, on fait de la ventilation spontanée avec une aide inspiratoire plus une PEP. Et enfin, on a le fameux Optiflow qui est l'oxygénothérapie à haut débit. Avec la pandémie, on en a beaucoup parlé, qui consiste du coup en des canules nasales qui vont avoir un haut débit et qui vont faire du coup un effet PEP avec une tolérance qui sera meilleure que la CPAP de Boussignac. À côté de ça, on a la ventilation invasive. Et là, deux grands modes. Le mode contrôlé alors, le mode contrôlé, où en fait on prend la main sur les réglages qu'on va faire. Et on va prendre la main soit sur le volume, on va régler notre volume, mais on ne pourra pas régler les pressions. Soit on va régler notre pression, mais par contre on ne pourra pas régler notre volume. On le réglera indirectement. Ces deux modes sont équivalents.
en France, 80% des gens font du volume contrôlé. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire que la pression contrôlée, c'est pas bien. C'est juste il faut faire ce qu'on sait faire. Donc si votre centre, si vous êtes habitué à faire du volume contrôlé, continuez à faire du volume contrôlé. Et on a les modes assistés, tous ces modes de sevrage, et on a la VSAI PEP qui correspond en fait à la VNI, mais avec un dispositif invasif. Donc là, on va régler un niveau d'aide inspiratoire qui va déterminer du coup des pressions et donc un volume. Et en plus, on applique une pression expiratoire positive. Quand on a vu ça, on a tout compris. Vous comprenez que si on règle le volume, on est en mode volumétrique, et si on règle des pressions, on est en mode barométrique. Je ne rentre pas dans les débits carrés, décélérants, les choses comme ça. Personnellement, j'ai jamais retenu ça. Ça m'a toujours plus embrouillé, et j'ai cette vision-là dans ma tête. Ça m'a beaucoup aidé. Il y a énormément de modes complexes. On ne va pas revenir dessus, c'est des modes d'experts. Il y a des choses qui sont très bien, il y a des choses qui sont moins bien. Mais pour l'instant, si déjà en premier semestre, vous savez maîtriser ça, vous savez maîtriser beaucoup de choses. Les réglages, la base. Alors, ça peut paraître très bête, ça peut paraître très simple, mais c'est les éléments qui vont permettre de régler notre respirateur. Les échanges gazeux, on a besoin de deux choses, de l'oxygène et de gérer le CO2 chez nos patients. Jusqu'ici, c'est assez simple. Comment on va faire ? Finalement, quand on veut gérer la PaO2, donc l'oxygène de notre patient, on va jouer sur la fraction inspiratoire en oxygène, l'AFiO2, ou alors sur la PEP, sur la pression expiratoire positive. Si j'augmente ma FiO2, si j'augmente ma PEP, je vais augmenter ma PaO2, schématiquement. La PaCO2, ça va être le volume du coup minute, et les deux déterminants du volume minute, c'est le volume courant et la fréquence respiratoire. Plus j'augmente mon VT, plus j'augmente ma fréquence respiratoire, plus j'augmente mon volume minute, plus je vais diminuer ma PaCO2. Je vais éliminer mon CO2 plus rapidement. Voilà. En gros, vous savez régler un respirateur. Alors, si on veut aller un peu plus loin, la PaO2, quels sont les objectifs de PaO2? Parce que globalement, on a un peu l'impression qu'il y a autant d'objectifs qu'il y a de médecins anesthésistes réanimateurs. Tout le monde va dans le même sens, mais il y a des gens qui veulent surtout pas d'oxygène, d'autres qui veulent qu'il faut surtout toujours mettre de l'oxygène. Globalement, des recommandations qui sont claires en 2021, il n'y en a pas vraiment. Il n'y en a pas vraiment en 2021. Beaucoup d'articles, du coup, soit qui sont pro-oxygène, soit qui sont contre-oxygène. La tendance actuelle était plutôt d'être sur une restriction un peu de l'oxygène, d'être sur des prises en charge dites plutôt restrictives. Les études montrent qu'effectivement, il y a peut-être moins de stress lié à l'oxygène, qui est un oxydant. Par contre, on a quand même besoin d'oxygène et on a plus d'effets indésirables, plus de lésions ischémiques du fait de ne pas avoir assez d'oxygène. A contrario, par exemple, chez des gens qui font un syndrome coronarien aigu, le fait de mettre trop d'oxygène, ça peut induire du coup un excès de complications et de mortalité. Donc, dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y avait une recommandation du BMJ, qui essayait de clarifier un peu. C'est pas mal fait, ça se positionne, c'est assez récent, c'est 2018, donc pour ceux que ça peut intéresser. Mais comme disait Lionel tout à l'heure, la médecine, c'est un immense balancier. Alors, c'est un balancier. On va dire en traduction mathématique, ça peut se représenter par cette courbe-là. Et cette courbe-là, vous voyez, c'est la probabilité de décès en fonction de notre PaO2. Et en fait, quand vous comprenez cette courbe, vous comprenez tout. Si on met 15 litres minute à tout le monde au masque de concentration, par exemple, peu importe qui désature ou pas, vous comprenez bien qu'on sera plutôt sur la partie droite de la courbe. Et donc, on va avoir un excès de mortalité. Par contre, si on ne met absolument pas d'oxygène, on met de l'oxygène à personne, et que notre patient, pourtant, il a 72 SAT, mais on dit non, mais ça va passer, t'inquiète pas. Là, on est sur la partie gauche et on augmente la mortalité. Les extrêmes ne sont pas bons. Et donc, pour l'oxygène, c'est exactement pareil. La normalité, du coup, pour notre cible d'objectif, c'est d'être en fait dans le bas de cette courbe. Et on est sur des objectifs, vous voyez, entre 60 et entre 200. En dessous, on sait que ça tue. Au-dessus, on sait que ça tue. Entre, c'est difficile de déterminer, mais probablement que vous ne faites pas mal. Donc, gardez ça un peu comme objectif d'oxygénation. Donc, ce n'est pas pour jeter à la poubelle l'oxygène, loin de là. Mais on se dit, voilà, des chiffres qui sont un peu comme ça. Alors, on pourrait mettre en anesthésie 95, oui, ok. C'est juste de comprendre le principe de l'oxygène. La PEP.
La PEP, il y a une logique physiologique à l'utilisation de cette PEP. Vous voyez, ça, ce sont des poumons dans les zones déclives. En fait, du fait du poids du poumon, on va écraser nos alvéoles et on va avoir la formation d'atélectasie à ce niveau-là. Et donc, l'utilisation d'une PEP, c'est pour rouvrir ce poumon. 2 essais, le premier en réanimation qui commence à être vieux, il a plus de 20 ans, mais qui a montré que l'utilisation d'une PEP qui est incrémentée en fonction, on augmente la PEP, plus on augmente la FiO2, finalement, ça associé à une stratégie de ventilation protectrice, on améliore la survie de nos patients en réanimation. Et en 2013, un peu plus tard, le même principe, mais cette fois-ci au bloc opératoire. Des chiffres qui sont retenus. En anesthésie, il faut mettre une PEP entre 5 et 10. Maintenant, on voit quand même moins de gens qui sont ventilés sans PEP au bloc opératoire. Quand j'avais débuté, il y avait beaucoup de gens, ils étaient à 0 de PEP. Et chez le patient obèse, il faut mettre des PEP plus importantes. En réanimation, on est probablement sur une PEP plus individualisée. Alors là, on va rentrer plutôt dans des choses très complexes. Je ne vais pas du tout aborder dessus, avec de la pression œsophagienne, de la driving pressure. Enfin, c'est quand même très compliqué. À ce jour, ce qui reste démontré, c'est quand même l'incrémentation de la PEP en fonction de notre FiO2 dessus. Pour la PaCO2, on va avoir le volume courant. D'accord? Donc, entre notre patiente, ça saute souvent, ça met 2 diapos à la fois. On va avoir 2 patientes. Une patiente de 49 kg qui fait 1,61 m et une patiente de 132 kg qui fait 1,62 m. Si on ventile à 6 ml/kg de poids, vous voyez, si on prend le poids réel, on ne va pas du tout avoir les mêmes VT. Et pourtant, lorsqu'on fait des scanners avec des reconstructions volumétriques au niveau des poumons, on se rend compte que les 2 personnes, alors qu'elles ont des poids complètement différents, ont les 2 mêmes CRF. Et ça vient du fait que le poids idéal est calculé sur la taille et non pas sur le poids réel. Donc quand vous réglez à 6 à 8 ml/kg, le VT doit être calculé sur le poids idéal théorique. Et ça a été montré en réanimation et ça a été montré aussi au bloc opératoire. À ce jour, il ne faut plus ventiler des patients à 10 ml/kg. En réanimation, on ne le voit quasiment plus. Au bloc opératoire, on le voyait encore un petit peu. Mais on est, on va dire, à 6 ml de kilo de poids idéal théorique. Peut-être qu'on peut descendre à 4. Peut-être qu'on peut monter à 8 dans certaines situations, mais là, on est déjà dans du niveau d'analyse un peu plus important que le premier semestre. La fréquence respi, je ne veux pas dire grand-chose, on la règle entre 10 et 35. Ça suit une logique de la physiologie. Et enfin, les choses qui sont importantes à monitorer, l'élément qui est probablement le plus important à monitorer, je vous ai mis une courbe. Alors cette courbe, c'est en mode volumétrique, en ventilation contrôlée. J'ai pris ça parce que 80% des réanimateurs, enfin des gens au bloc en réanimation, règlent en volume contrôlé. Et au bloc, c'est la même chose. Ce qui est important, du coup, c'est les pressions de plateau. Là, on a une courbe de pression en fonction du temps. Et vous voyez, la pression de crête, la plus haute, c'est la pression qui règne dans les gros troncs, dans les voies aériennes supérieures. Et celle-là, elle ne va pas être délétère pour l'alvéole. Celle qui va être délétère, c'est celle qui va, une fois qu'il y aura une équilibration de ces pressions sur tout le lit pulmonaire, c'est les pressions qui vont régner au sein de l'alvéole. Et donc ça va être la pression de plateau. Et cette pression de plateau, on sait qu'au-delà, ça va étirer l'alvéole et on va être délétère. Donc on se fixe 25 cm d'eau à peu près au bloc opératoire et 30 cm d'eau chez le patient en ARDS, donc plus en réanimation. Et une image pour vous montrer en fait à quoi ça correspond, ce sont les villi, en fait les lésions qui sont induites par la ventilation mécanique, qu'elles soient par le volume, par de la pression, un barotraumatisme, des PEP trop importantes, et puis il y a encore d'autres mécanismes. Une expérience qui est vieille, ça date de 98, c'était des poumons je ne sais plus si c'était de lapin ou de souris, et en tous les cas qui étaient ventilés de manière caricaturale. On était à 20 ml/kg, vous voyez, donc vraiment quelque chose de caricatural. Mais vous voyez, ici, ça ce sont des poumons qui sont normaux. Là, ce sont des poumons après 5 minutes de ventilation et on voit qu'on commence à avoir un peu d'atélectasie. Les poumons sont un peu ratatinés sur eux-mêmes du fait de diminution de la pression partielle. Et ça, c'est après 20 minutes de ventilation, mais cette fois-ci, on a mis du coup des VT qui étaient monstrueux. Et on voit bien que le poumon,
bah, il fait pas envie ce poumon quand même. Il est gorgé de sang, du coup il y a de la lésion qui est apparue, et donc c'est ça, ça correspond à ça lorsque l'on met des pressions trop importantes à nos patients ou des volumes trop importants à nos patients. Alors la deuxième conclusion, du coup, vous l'aurez compris, à l'image du congrès We Are, nous sommes anesthésistes réanimateurs, nous faisons de la médecine périopératoire, donc il faut que nous appliquions les mêmes principes de ventilation, sauf cas particulier, chez notre patient en réanimation et chez notre patient au bloc opératoire. Et donc, il est probablement important d'adapter le respirateur au patient et non pas l'inverse. Et avec, je pense que tous les gens qui ont pris en charge des patients Covid, on a tous eu du coup des moments difficiles à 3 heures du matin où ces patients, on n'arrivait plus à les ventiler, on ne savait pas quoi faire. Et en fait, on retombait dans des vieux travers, c'est-à-dire qu'on augmentait la sédation, probablement qu'on augmentait la sédation pour qu'il s'adapte au respirateur. Et donc, on adaptait le patient au respirateur. Je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que je ne l'ai pas fait, mais on est retombé dans des choses parce qu'on était un peu dépassé. Mais en tous les cas, voilà, il faut vraiment prendre en compte qu'il faut régler notre respirateur au patient. Et il faut mettre des garde-fous, il faut le surveiller, il faut vraiment limiter les pressions et les volumes, justement, pour limiter ces villi. Et donc, tout ça, ça passe par une bonne connaissance de notre physiologie et des réglages de ce respirateur. Voilà, je vous remercie pour votre attention.